Bonsoir à tout le monde. Bienvenue, merci d'être présent. Donc un webinaire ce soir qui dure à peu près 3/4 d'heure. L'idée c'est de finir avant 19 heures pour retarder personne. L'objectif étant de vous donner des informations de vive voix, de pouvoir répondre à des questions pour compléter ce que vous avez pu voir par ailleurs sur WICID et vous donner vous convaincre d'investir dans la société. Avec moi, il y a Frédéric Bernard de WICID qui est là aussi pour répondre à certaines questions, notamment sur les modalités d'investissement. On va vous expliquer ça. Donc, pour ma part, là, je voulais que vous voyiez un petit peu mon visage pour manière de se présenter. Puis ensuite, je vais vous partager une présentation et vous expliquer le plan de mon propos ce soir et comment ça va fonctionner pour les questions et les réponses. Donc, je laisse peut-être Frédéric vous faire une intro pour la part de WICID. Oui, bonjour, merci Romain. Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir à nouveau dans ce live et voilà, et de vous permettre effectivement de vous imprégner de ce projet de gaz de ferme, qui est un très beau projet. Donc effectivement, j'ai accompagné le projet notamment au début. Et je voulais juste vous rappeler que le processus WICID est un processus exigeant de qualification des projets, puisque le projet de gaz de ferme est déjà passé sur une première revue de projet qui a permis de valider que le projet était en phase avec notre politique d'investissement. Ensuite, il y a eu une phase de vote auprès de la communauté de WICID, donc phase de vote qui a été effectivement un succès puisque le projet a reçu beaucoup d'intérêt de la communauté. Donc, il est passé en audit ensuite, donc un audit juridique, technique et financier assez poussé, qui a amené ce projet en comité d'engagement. Et ensuite, voilà, nous vous le proposons aujourd'hui en collecte parce que voilà, c'est un projet qui nous semble correspondre aux valeurs de WICID Transition, sur lequel nous sommes très confiants quant à la création de valeur et à l'intérêt de cet investissement pour la communauté WICID. Merci. Et donc, à la fin du webinaire, vous êtes à nouveau disponible, Frédéric, pour répondre aux questions sur les modalités d'investissement. Oui, tout à fait. Donc, je vais couper ma caméra pendant le webinaire. Je continuerai à écouter effectivement donc le webinaire et je serai à votre disposition pour des questions qui touchent à la plateforme, comment investir, comment s'inscrire. En tout cas, sachez qu'il y a effectivement un service qui est dédié à vous, investisseurs, pour vous accompagner dans toutes les étapes d'inscription sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Vous trouvez les coordonnées sur le standard de WICID, enfin sur le site internet de WICID et ils sont vraiment là pour vous accompagner dans ces démarches. Ok, merci pour cette intro. Je vais donc lancer la présentation, partager mon écran, maintenant que vous avez vu mon visage. Allons-y. Je passe en plein écran. Voilà, donc là, normalement, tout le monde est devant. Donc, on a scindé le propos en deux parties. Donc, il y a un webinaire sur le traitement du biogaz, sur la technologie de traitement du biogaz que Gaz de Ferme a développé. Donc, c'était lundi dernier et c'est ce soir. À propos de lundi dernier, notre quartier a été le regagnant d'un coup de pelleteuse à peu près sur une fibre optique à peu près à mi-webinaire. Donc, peut-être certains d'entre vous sont là ce soir qui ont pas vu la totalité de la vidéo parce on a eu la connexion Internet coupée et on avait fini par haut-parleur de téléphone. C'était bon, voilà, un petit peu folklorique, mais on y était pour rien. Et le jeudi, donc jeudi dernier et puis jeudi qui vient, on fait une présentation différente qui est centrée sur les gaz et qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce que propose Gaz de Ferme sur le conditionnement, la distribution des gaz biosourcés. Voilà. Parce que sinon, ça faisait un propos un peu trop lourd. Donc, je suppose que si vous êtes là ce soir, c'est que vous aviez vu ce programme-là, et que c'est plutôt la partie traitement qui vous intéresse. Et si vous êtes intéressé par la partie gaz, vous avez rendez-vous jeudi à 18 h et également un replay qui est disponible sur WICID, qui est celui de jeudi dernier. Voilà.
Alors, le propos ce soir, il va marcher en 3 parties. Première partie, présentation plus générale sur la société, l'entreprise, la levée de fonds, d'où on vient, pourquoi on fait ça. Je marque un arrêt, une pause pour prendre vos questions sur cette partie-là. Si vous avez des questions sur l'entreprise en général, sur l'opération financière, sur notre identité, notre positionnement, c'est là. Et puis ensuite, on rentre dans la technique. La deuxième partie, je vous présente notre technologie, donc on a fait un carbo-séparateur. Je vous fais une description du fonctionnement, des caractéristiques de cette solution-là. Même chose, je m'arrête, je prends les questions sur la partie 2. Et enfin, troisième partie, maintenant qu'on vous aura présenté bien la technique et comment ça fonctionne, c'est d'essayer de vous expliquer pourquoi on propose ça sur le marché du biogaz et qu'est-ce que ça va changer, comment on se positionne et qu'est-ce qu'on ambitionne de faire. Et pareil, donc à la fin de cette troisième partie, questions-réponses là-dessus. Pour les questions-réponses, vous avez, quand vous cliquez sur votre fenêtre, vous avez en bas une bande noire avec plusieurs icônes. Et il y a une icône QR, c'est questions-réponses. C'est là qu'il vous faut taper vos questions par écrit. Et je lis les questions chaque fois que je fais des pauses. Voilà. Donc pendant que je parle, je ne les vois pas, mais quand je m'arrête, je les verrai. Voilà. Et j'essaie de toutes les traiter, évidemment. Bien, bon, j'espère que c'est clair. On va commencer pour la première partie. Donc, gaz de ferme, petite entreprise encore, hein, qui ambitionne de devenir plus grande, avec donc là déjà une histoire assez riche derrière nous, et puis on espère un joli développement devant. Alors, d'où vient le nom, gaz de ferme? C'est pas facile de trouver un nom, mais comme on est un peu taquin, ça faisait GDF, alors ça nous a pas déplu. Donc voilà, le nouveau GDF, si vous voulez. Notre origine, c'est une exploitation agricole, on ne se refait pas. Donc, on en est là parce que on a 10 ans de développement sur une ferme, sur le traitement du biogaz, qui est la ferme d'un des fondateurs de la société, qui est agriculteur lui-même. Donc ça, ces 2 points-là sont, pour vous, investisseurs potentiels ou simples curieux, des choses qui nous distinguent dans le domaine des entreprises d'énergie renouvelable, de biogaz, etc., et même d'innovation technologique, c'est qu'on n'est pas passé par la phase pépinière, incubateur, modèle réduit, plan de machine en image de synthèse. On a commencé directement en conditions réelles de fonctionnement sur un gisement de biogaz réel, avec des contraintes réelles. Donc ça, c'est une vraie plus-value en termes de recul qu'on a déjà sur la technologie. C'est-à-dire qu'on a une profondeur de temps sur notre machine qui nous permet d'avancer des choses avec un certain aplomb, voilà, qui parfois étonne un petit peu. On dit, mais ils n'ont pas démarré, ils sont bien sur eux. Ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus et ça fait 5 ans maintenant que le carbo-séparateur pilote sort du gaz de qualité suffisante pour tout ce qu'on ambitionne de faire. Et puis avoir un agriculteur au capital, ça pourra paraître paradoxal si certains d'entre vous ne le savent pas, mais comme 90% du biogaz potentiel est agricole, c'est quand même bien de comprendre les enjeux et le fonctionnement du monde agricole et de le comprendre intimement. Et ça, c'est probablement une plus-value qu'on a par rapport à des entreprises concurrentes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous avez compris qu'il y a 2 pôles. Hein. Il y a savoir traiter du biogaz, donc être fournisseur d'une technologie qui permet de rentabiliser les gisements, parce qu'on épure le gaz. C'est ce que je vais vous détailler ce soir. Et puis derrière, on fait aussi la partie conditionner, distribuer, commercialiser des gaz purs. Voilà. Les 2 activités sont en lien avec évidemment la possibilité d'aller sur un modèle intégré où on fait toute la chaîne de A à Z. Pourquoi on fait ça? Quelles sont les motivations derrière? Quelles sont les missions qu'on se donne? Ça m'importait d'afficher ça sur la diapo. Bon, vous avez compris qu'il y a une sensibilité aux enjeux agricoles.
Que vous la partagiez ou pas, on est tous concernés, puisque a priori, à de rares exceptions près, on va tous continuer à manger, et que à de rares exceptions près, on ne va pas passer à la chasse et à la cueillette. Donc, on est tous concernés par l'évolution de secteur agricole qui est très ancien et très important dans ce pays et dans les pays limitrophes, et qui est pourtant face à des défis tellement amples qui sont de nature à questionner son avenir. Ça en est carrément là. Le dérèglement climatique, c'est évident. Si on fait tout ça, c'est fondamentalement parce que ça permet de se passer des hydrocarbures fossiles et d'avoir une rotation du carbone qui est renouvelable, puisqu'on va travailler uniquement sur du carbone agricole dans une économie agricole qui, dans ce pays, est à l'équilibre depuis des siècles. Donc, on a un cycle du carbone qui est stable et donc on n'impacte pas le climat. Donc ça, c'était quelque chose qu'il fallait beaucoup expliquer il y a encore quelques années. Je crois que maintenant, personne n'a besoin d'explications sur ce point. Malgré tout, si vous avez des questions sur le lien entre notre action et ces enjeux-là, je me fais un plaisir d'y répondre. J'aurais pu rajouter une mission qui est relocaliser, décentraliser, retrouver de la maîtrise sur les choses. Voilà. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on fait notre modèle d'entreprise et on pense que ça a un potentiel très fort, cette logique-là, sur le biogaz, qui est par définition une ressource décentralisée et non délocalisable. Si vous êtes là ce soir, si je suis là ce soir, c'est parce qu'il y a une levée de fonds en cours qui passe, entre autres, par une collecte sur WICI. On décuple nos fonds propres. Pourquoi? Parce que passer d'une phase de développement et de test à une phase de mise sur le marché, quand on a un peu d'ambition, ça ne se fait pas sans des moyens conséquents. L'idée, face aux enjeux qu'on vient de rappeler, c'est d'aller vite et fort. C'est-à-dire que développer du biogaz à la vitesse tranquille, ça nous éloignera pas beaucoup du mur qui nous approche à grande vitesse dans la figure. Donc, il faut aller vite, il faut aller fort, et que, voilà, il y a une notion d'urgence, donc de déploiement ambitieux. Donc, il faut qu'on se donne les moyens. Comment ça se passe? C'est une ouverture de capital, c'est-à-dire que là, il vous est proposé de devenir actionnaire. Voilà, on a décidé d'ouvrir 30% du capital, le reste restant aux mains des 3 fondateurs, dont je suis un des 3. Et 30% ouvert à des investisseurs. Donc, la collecte sur WICI, où on ambitionne d'aller chercher 400-500 personnes. Là, on est à 350 actuellement. Donc, il reste encore un peu de temps, mais ça se clôture ce mois d'octobre. Donc, c'est maintenant. Et à côté de cette collecte participative, on a 3, peut-être 4 et encore 5 autres investisseurs. Alors, un mot de ces co-investisseurs, ce sont d'anciens chefs d'entreprise. Voilà. Dans des domaines variés, mais tous en lien avec notre activité. Et donc, ce qu'on appelle des business angels, et qui voient du potentiel dans le projet. Pour nous, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on rentre de l'argent, mais on rentre des compétences, du réseau, une expertise, des gens qui ont un regard critique. Et ça, c'est pareil, quand on a de l'ambition, il faut bien s'entourer. Pour finir sur cette première partie, vous voyez la phrase que j'ai choisi de mettre en vert. C'est une phrase qui revient souvent chez nous. Pourrait presque tenir lieu de slogan. Il y a vraiment une démarche qui est de dire on part des contraintes de la réalité et on fait une proposition technique et économique adaptée. Et selon nous, malheureusement, trop souvent, les entreprises du biogaz ont fait la proposition inverse. On dit voilà ma technologie, et pour pouvoir utiliser ma technologie, vous allez devoir adapter votre fonctionnement, votre modèle et vos moyens. Et nous, on diagnostique que c'est un des freins majeurs. C'est ce qui fait que ça décolle pas le biogaz et qu'on est un 100 millième du potentiel exploité encore. Voilà. Donc, si on veut aller vite et fort, il faut changer de logique. C'est toute notre position. Voilà. Donc, pour cette première partie, avant de passer à la technique, si vous voulez, moi, je m'interromps un petit peu. Je vous laisse le temps de taper une question.
et puis je lis les questions, j'y réponds et on enchaîne. Bon, alors a priori, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, soit je suis allé trop vite, soit j'ai été clair. Bon, vous aurez un petit rattrapage à la fin de la séance, si jamais une question qui vous vient après coup. Ok, je rejette un œil, pas de questions. Une fois, deux fois, trois fois. Allez, je passe à la partie suivante. Allez, je reprends le partage. Donc maintenant, venons-en à ce que propose l'entreprise sur le traitement du biogaz. Donc vous avez compris que la technologie s'appelle carboséparateur. Voilà, si le défilement veut bien se faire. Hop, voilà. Carboséparateur, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous donne le principe, le fonctionnement à partir d'un schéma. Je vais essayer d'être clair parce que j'ai aucune idée du niveau en physique, en chimie et en tuyauterie des uns et des autres. Donc, on va essayer d'être simple et les experts me pardonneront s'ils ont des questions plus précises. N'hésite pas à les poser. Voilà. Donc, ce que vous avez sous les yeux, qu'est-ce qu'un carboséparateur? Alors, un carboséparateur, c'est dans le principe un appareil qui sert à séparer les constituants d'un mélange gazeux. Voilà. Si on veut travailler sur des gaz renouvelables, si on veut travailler sur des gaz biosourcés, produits par des micro-organismes, issus d'un bioprocédé, donc d'une une culture dirigée de micro-organismes, un petit peu comme ça se passe dans l'estomac d'un animal. C'est ça du biogaz, hein, si on simplifie. Eh bien, un écosystème de micro-organismes produit pas un gaz calibré en quantité fixe, de composition parfaitement monochrome. Tout ce qui est naturel, ça produit des mélanges. Et donc, quand vous avez un digesteur biogaz, ce que vous récupérez à la sortie, ce qu'on appelle du biogaz, c'est un mélange gazeux. C'est-à-dire que vous avez un nuage de gaz qui contient plusieurs éléments, plusieurs molécules. Et les deux principales dans le biogaz issu de ce qu'on appelle la méthanisation, donc la digestion en absence d'air, anaérobie, les deux principaux, c'est le méthane et le gaz carbonique. Alors, méthane, CH4, gaz de ville, c'est la même chose. Vous pouvez l'appeler gaz russe, gaz algérien, c'est la même chose, c'est la même molécule. Gaz carbonique, dioxyde de carbone, CO2, c'est l'autre composant, et c'est pareil, là, les trois désignations désignent la même chose. Voilà, donc on a deux composés qui sont présents 50-50 ou plutôt 60-40. Vous avez 60% de méthane et 40% de gaz carbonique en moyenne dans un biogaz. Et ça, c'est à peu près stable. Et donc, si vous voulez travailler sur du méthane, vous avez deux choix. Sur du biogaz, vous avez deux choix. Ou bien vous ne séparez pas, vous n'avez pas une technologie telle que celle-là, et vous travaillez sur du biogaz brut. Ou bien vous avez une technologie telle que celle-là, et l'intérêt, c'est que vous allez séparer les phases. Donc voilà le pourquoi. Maintenant, comment? Alors, j'ai fait volontairement un schéma très basique pour pas vous embrouiller avec des détails et que je sois sûr que tout le monde comprenne bien le principe. C'est ça qui est important. Donc nous, pour séparer les constituants du mélange, on envoie le biogaz dans une sorte de gros alambic, qui est une suite de tuyaux. Il y a des tuyaux qui montent, qui descendent, qui tournent, plus larges, plus grands, qui font des virages. Ce qui est important là-dedans, c'est que ça marche avec de l'eau, et uniquement de l'eau. On n'utilise aucun intrant chimique. Donc c'est du biogaz et de l'eau qui, en passant dans des tuyaux, en se croisant dans des tuyaux, vont interagir, et cette interaction va séparer les constituants du biogaz. Pour arriver à diriger cette séparation, en fait, nous, on joue sur la température et la pression, et la forme des tuyaux. Voilà.
Donc, c'est sans intrants chimiques et c'est sans consommables. Voilà, ça, c'est des caractéristiques qui sont distinctives par rapport à d'autres méthodes pour traiter le biogaz. Alors, comment ça se passe dans l'ordre? On va suivre le biogaz dans son parcours. Donc, là, j'espère que tout le monde voit ma souris, je crois que oui. Le biogaz va rentrer dans l'appareil. Et la première étape, c'est qu'il va remonter ce qu'on appelle une colonne de lavage. C'est un grand tuyau vertical qui fait presque 7 mètres de haut. Et ce tuyau-là, il abrite ce qu'on appelle un échange à contre-courant. Vous avez le biogaz qui monte, donc le gaz monte dans la colonne, et par en haut, on a une douche et on fait tomber de l'eau. Et cette colonne, elle est remplie de petites garnitures. Et en fait, ces garnitures, elles ont pour vocation de ralentir le trajet. C'est-à-dire que l'eau va couler très doucement, en très petites gouttelettes, faire son chemin au milieu des garnitures. Et parallèlement, le gaz va essayer de monter au milieu des garnitures et de l'eau péniblement en cherchant son chemin. Et ça reproduit ce qui se passe dans nos poumons. En fait, c'est le poumon de l'appareil. C'est-à-dire que dans nos poumons, c'est pareil, on a des alvéoles très compartimentées et ça permet un échange entre la partie gazeuse qu'on inspire et qu'on expire et la partie liquide qui est notre sang. Voilà. Un échange liquide-gaz, il faut que ça se fasse lentement dans des petits recoins très faibles. Voilà. Donc nous, en faisant ce croisement à des conditions de pression et de température qui sont notre savoir-faire, on arrive à dissoudre le dioxyde de carbone qui est dans le biogaz. Donc, le biogaz monte et le dioxyde de carbone qu'il contient se dissout dans l'eau. Donc, il redescend le dioxyde de carbone. Tandis que le méthane, dans les conditions où on travaille, ne se dissout pas. Et donc, le méthane continue son chemin vers l'eau. Et quand vous avez une colonne bien dimensionnée, en haut de la colonne, juste sous la douche, vous récupérez le gaz, vous le faites sortir. Et ce gaz-là, ce n'est quasiment plus que du méthane. On a du méthane pur à plus de 95%. Et c'est là la première étape du process. Voilà comment on isole le méthane contenu dans le biogaz. C'est un principe simple. La difficulté réside dans la maîtrise des paramètres et des détails qui demandent quelques années de pratique. Voilà. Et là, vous avez un système ancien. Hein. En fait, on a redimensionné, repris des choses que les gens dans le monde des hydrocarbures utilisent depuis des décennies et des décennies. Et on les a adaptés, on les a redimensionnés. Et on aurait pu s'arrêter là, si vous voulez. Là, déjà, on peut commercialiser un système de purification du biogaz pour sortir du méthane pur. Méthane pur à 95%. Et j'expliquerai après qu'est-ce que ça permet. Et on ne s'est pas arrêté là. On a continué. Donc, ce qui tombe en bas de la colonne, c'est de l'eau, mais qui a dissous du CO2, qui est saturé en CO2. C'est une eau carbonatée. Une eau carbonatée, c'est un Perrier ou une Badoit. C'est de l'eau saturée en CO2. Et là, nous, on travaille sous pression. Et quand vous regardez votre bouteille de Perrier ou de Badoit avant de l'ouvrir, elle est sous pression et vous ne voyez pas le CO2. Il est dissous dans l'eau. Et qu'est-ce qui se passe quand vous ouvrez la bouteille? En fait, vous lâchez la pression et là, vous voyez les bulles qui sortent, que ce soit du champagne, du coca, de l'eau gazeuse. C'est toujours du CO2 qui sort. C'est ça, les bulles. Dans notre appareil, on fait la même chose. En fait, il y a une séparation entre deux parties et l'eau est dirigée vers la deuxième partie. Et quand elle entre dans la deuxième partie, la pression est subitement relâchée. Et du coup, tout le CO2 qui était contenu dans l'eau veut s'échapper à grosses bulles. Et c'est ce qui se passe dans la deuxième partie de l'appareil, ce qu'on appelle une unité de dégazage. Les bulles s'échappent, on les récupère dans une deuxième colonne qui est plus petite, et donc le gaz carbonique, les grosses bulles de gaz, le CO2, est récupéré de cette façon. Et l'eau, gravitairement, tombe dans le bas de la deuxième partie, et on peut la récupérer. Il y a deux intérêts à cette deuxième étape du procédé. Le premier intérêt, c'est qu'on va renouveler notre eau. Cette eau qu'on récupère ici en bas, on peut la renvoyer en entrée de process. Ce qui fait que notre appareil ne consomme pas d'eau. C'est le même volume d'eau qui tourne à l'infini.
Et ça, c'est comment? Pour un ingénieur, c'est assez satisfaisant et je pense que environnementalement, économiquement et puis même en simplicité, en intelligence, ça fait plaisir d'avoir quelque chose qui tourne à l'infini. Plus l'eau circule dans le système, mieux ça marche. Voilà. Et au passage, c'est de l'eau du robinet. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à midi à 14 heures. C'est une chose très simple. Donc, c'est robuste et ça consomme pas d'eau. Adaptable dans beaucoup d'endroits, y compris dans des pays chauds. Voilà. Et dans des climats qui s'assèchent. Le deuxième intérêt, évidemment, c'est qu'on va récupérer du gaz carbonique. Là aussi, la maîtrise des paramètres et du savoir-faire fait qu'on arrive à sortir un gaz pur de très bonne qualité. Voilà, donc du méthane d'un côté, du gaz carbonique de l'autre. C'est ça, c'est une machine avec une entrée biogaz et deux sorties gaz séparées, opposées l'une à l'autre. Voilà pour le principe, pour le fonctionnement. C'est une invention qui nous est propre. C'est vraiment quelque chose qu'on a développé en interne, qui fait l'objet de brevets de protection. Donc, actuellement, la protection s'étend sur tout l'ouest de l'Europe. Donc, on a de quoi être à l'aise, faire un bon déploiement sur le marché européen et s'abriter de tentatives de contrefaçon ou de technologies concurrentes sur les pays voisins et sur le marché français. Si je fais le bilan, il y a quand même une nouveauté quand on sait valoriser et le CO2 et le méthane, c'est que là, 100% de ce qui est produit comme gaz est capté. Il y a zéro émission directe à l'atmosphère. Et ça, c'est quand même un gros virage dans la filière biogaz. Et en faisant ça, en fait, on lève une grosse hypothèque sur la durabilité de cette filière. C'est aussi toujours intéressant, ça se comprend, je pense, à ton sens, économiquement, d'avoir deux produits et non plus un. Et c'est pour ça que ça s'appelle un carboséparateur et pas un méthanateur. Parce que pour nous, cette filière-là, il faudrait qu'elle change de nom. Hein. C'est pas de la méthanisation qu'on fait, c'est la production de gaz carboné. Et ce gaz carboné, il peut être du méthane, il peut être aussi du CO2. Voilà pourquoi on appelait ça un carboséparateur, parce qu'il y a du carbone dans le méthane, du carbone dans le CO2, et on sépare les deux phases du carbone qui étaient constitutives du biogaz. Voilà. Alors maintenant que le principe a été expliqué, les caractéristiques de l'objet, du produit carboséparateur qu'on a tiré de ce principe. Donc vous retrouvez là, l'icône, elle veut symboliser le schéma hein, que je viens de vous présenter. Donc c'est le carboséparateur. Et nous, on a eu une approche module. On a dit, on va fabriquer toujours la même chose dans notre atelier. Et puis, ça va avoir de la souplesse pour s'adapter à tous les gisements. Premier intérêt. Et deuxième intérêt, c'est qu'on l'a fait, du coup, on a pu faire un module tout petit. Et qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On peut répondre à des tailles de gisements très petits. Mais comme c'est modulaire et qu'on peut mettre plusieurs modules côte à côte, on peut répondre à des gisements gros. Voilà, et ça aussi, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que la concurrence aujourd'hui n'a pas ce schéma-là, pas beaucoup. Donc, les caractéristiques d'un module, c'est 6 mètres carrés d'emprise au sol, c'est très peu. Ça ressemble à un gros cube. En fait, le principe, c'est qu'on le fait dans notre atelier, on le charge sur un camion. Le camion va sur le site d'accueil, décharge le module, le pose, et en fait, le chantier pour nous se résume à faire la connexion du module sur place. 4 kW, c'est le total de la puissance électrique installée sur tous les moteurs, capteurs que peut comprendre la machine. Alors oui, parce que c'est pas magique, malgré tout. J'ai dit que ça consommait pas d'eau, ça consomme un peu d'électricité pour fonctionner. La consommation réelle sur un an, on n'a pas encore su bien la mesurer. Par contre, on sait que le total des puissances installées, c'est 4 kW. Donc, elle sera fatalement la consommation inférieure à ça. 4 kW, pour vous donner une idée, c'est 5 radiateurs. C'est un logement. Voilà. Un petit logement. Et 10 mètres cubeurs, 10 normaux mètres cubeurs, c'est le débit de biogaz qui est traité par un module. Et en partant de ces 10 mètres cubeurs,
comment on s'adapte à tout type de gisement? On a deux leviers de souplesse, c'est ce qui est expliqué ici dans adaptabilité. Le premier levier, c'est que le carboséparateur, il peut traiter 10 mètres cubes heure et il peut tourner 2 heures par jour. Auquel cas, il traite 20 mètres cubes jour. Mais il peut tourner aussi 24 heures sur 24. Et là, il traite 12 fois plus. Et puis sur un même site, on peut mettre un module, 2, 3, on peut aller jusqu'à 5, en les plaçant côte à côte, en les branchant en dérivation, ceux qui comprennent l'expression, on multiplie la capacité de traitement. Et c'est comme ça qu'on a une solution dont la production est standardisée, donc simplifiée, qui peut répondre à une grande diversité de contextes. Il nous plaît de rappeler que c'est made in France dans la conception, puisque c'est nous qui l'avons conçu, c'est nous qui allons l'améliorer, qui continuons de l'améliorer. Et dans la fabrication, puisque c'est assemblé chez nous. Voilà. Donc c'est peut-être un élément important pour certains d'entre vous, en tout cas pour nous, ça l'est. Et c'est transportable en camion sur n'importe quel site qui désire avoir un carboséparateur. Et ce qu'on fait du gaz, c'est que donc ce carboséparateur, il vient comme quelque chose qui se branche sur un gisement de gaz et qui permet de compléter, diversifier, changer la valorisation du gaz avec, donc je vous ai dit, deux sorties, une sortie méthane et une sortie CO2. On a souhaité utiliser cette séparation pour faire une proposition simple sur le plan technico-économique, c'est de dire, voilà, la clé de répartition, la plupart du temps, elle peut se faire de façon très simple en fonction de la nature du gaz, puisque le méthane, donc le CH4, peut être consommé directement sur site pour couvrir des besoins énergétiques. En revanche, le CO2, il y a très rarement des besoins du CO2 conditionné, ça sert à beaucoup de choses, mais qui sont très rarement sur place. Ça demande un conditionnement, un transport, un travail commercial, une distribution, une logistique, qui font l'objet d'une activité à part entière. Et c'est ce que Gaz de Ferme fait dans sa deuxième activité. Pour ceux que ça intéresse, le détail de ce qui se passe sur le méthane et sur le CO2, c'est plutôt jeudi que ça se passe. Voilà. Donc là, a priori, je vous ai donné les éléments sur le carboséparateur dans les caractéristiques de fonctionnement. Je vais à nouveau interrompre le partage. Regardez si j'ai des questions et je fais une petite pause d'1 minute pour vous laisser poser des questions. Alors pour l'instant, j'ai toujours pas de questions. N'hésitez pas, allez-y, soyez pas timides. C'est toujours plus intéressant pour tout le monde. Il n'y a pas de questions idiotes. Alors je vérifie. Non, on a des spectateurs, donc vous êtes bien là. N'hésitez pas. Je vous laisse encore 30 secondes. Donc je répète, hein, si vous voulez poser une question, c'est dans les icônes qui sont en bas de fenêtre, c'est celle où il y a marqué Q&R avec 2 bulles de bande dessinée. Ok, bon, pas de questions. Bah, écoutez, peut-être qu'il y en aura à la fin. Je vais reprendre le partage et on va aller sur la troisième partie. Ok. Donc, troisième partie, voilà ce qu'est un carboséparateur, voilà ce que fabrique Gaz de Ferme, ce qu'a conçu et fabrique Gaz de Ferme. Et maintenant, à qui on le destine, combien on va en faire, quels sont les niveaux d'ambition et de déploiement qui sont envisagés, et qu'est-ce que ça change en fait, pourquoi c'est pertinent, tout ce que je vous ai expliqué. Alors,
comment on se positionne, à qui on destine ça. Je voulais vous faire présenter ce graphique parce qu'il est vraiment important. Et j'ai essayé de le faire de façon vraiment simple. C'est du fait maison pour que ça soit très facile à comprendre et facile à expliquer. La question qui se pose à tout le monde, c'est comment on peut passer de 1/100000 du gisement de biogaz qui est mis en valeur à une quantité importante, la plus importante possible. Comment on mobilise un très grand nombre de gisements de gaz, une très grande quantité de gaz, sachant que jusqu'ici, on y arrive très mal. Le graphique qui est là, c'est une courbe de répartition du biogaz agricole. En fait, vous avez de gauche à droite la taille du gisement, c'est-à-dire qu'à gauche, vous êtes sur une petite ferme avec un petit gisement, et à droite, vous êtes sur une très grosse ferme-usine avec un très gros gisement. Et verticalement, c'est le nombre de fermes qui existent. Puisqu'on vous a dit que nous, le but, c'était de partir de l'existant, pas d'essayer de le changer. C'est de partir de comment la filière agricole est organisée. Et en France, la filière agricole, elle est organisée sur un modèle familial. C'est une caractéristique un peu singulière dans les pays riches. Qui fait qu'on a conservé une masse où se concentre la plus grande part des exploitations agricoles qui est en fait de taille modérée. Modérée à moyenne, parce que c'est ce qui est exploitable par 1, 2, 3, maxi 4 personnes. C'est du travail en famille, 2 frères, un couple, parents, enfants, oncle, neveu, c'est très souvent fichu comme ça. Et ça veut dire qu'en fait, la majorité des gisements, ils se situent dans une fourchette de taille. Ils sont entre tant de mètres cubes potentiels par an et tant de mètres cubes potentiels par an. Ou dit autrement, ils sont entre tant de tonnes de déchets agricoles, si vous voulez, et tant de tonnes. Donc, exemple, si vous parlez d'élevage, vous avez des gisements de fumier qui sont souvent entre 200 et 1000 tonnes par an. Voilà. Des gisements à 2000 tonnes de fumier par an, c'est très rare, et des gisements à 30 tonnes de fumier par an, c'est très rare aussi. Voilà. Et je pourrais reproduire le raisonnement sur toutes les filières susceptibles de dégager des coproduits qui peuvent intéresser la production de biogaz. Donc, l'agriculture, mais on aurait quelque chose d'un peu similaire comme courbe si on allait sur l'agroalimentaire. Voilà, toutes les fabriques agroalimentaires qui ont des coproduits fermentescibles, ils se massent pour la plupart dans une tranche quantitative. Or, une fois qu'on a posé ça, la question c'est comment on dessert cette tranche. On a un hic. Un des gros hicks de la situation actuelle, c'est que le seuil de rentabilité des propositions qui sont là aujourd'hui, pardon, je glissais, c'est cette barre verticale qui est là. Le seuil de rentabilité actuel, il est très haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à rentabiliser des gisements de biogaz. On ne sait pas proposer techniquement et économiquement un modèle qui rend les choses rentables pour la plupart des gisements. On n'arrive à le faire que pour des gros gisements. Et c'est pour ça que vous avez tous ces débats, ces controverses sur l'usine de méthanisation, où on va chercher des déchets à 50 km à la ronde, où ça prend beaucoup d'hectares, où ça suscite beaucoup d'opposition, de doutes. C'est pour ça qu'on est sur des projets qui font des millions et des millions, qui prennent 15 ans à se monter. C'est parce qu'en fait, on ne fait que du gros. On a une taille industrielle sur une filière agricole qui n'est pas du tout industrielle. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce qu'un concurrent est capable de faire, c'est d'aller épurer du biogaz dans cette tranche-là. Donc, ils font de très gros projets, de très beaux projets, mais le problème, c'est qu'ils passent à côté de la majorité, qui est à gauche de leur trait. Nous, tel qu'on l'a conçu, donc vous avez compris sur le plan technique l'aspect modulaire, l'aspect petit module, adaptabilité, ça fait que on peut intervenir dès 10 mètres cubes de biogaz et donc dès des tout petits gisements. Le site sur lequel on a fait tout notre développement, c'est
à peu près, c'est l'équivalent de 30 vaches. Alors, c'est des chèvres en l'occurrence, mais pour donner un ratio, c'est presque 10 fois plus petit que ce qui se fait habituellement. Et donc, on a un seuil de rentabilité par rapport à la taille du gisement de matière qui est beaucoup plus bas. Ce qui fait que la partie que Gaz de Ferme est capable de rentabiliser, potentiellement, c'est tout ce que j'ai grisé là. Et là, au lieu de traiter peut-être 10% du gisement potentiel, on est capable de s'adresser à plus de la moitié. On estime environ à 60-65%. Et en fait, ce changement-là, il est énorme. C'est-à-dire que si vous passez d'une proposition technique où vous pouvez vous adresser à 1/10 des gens, à une proposition où vous pouvez vous adresser à 2 exploitations agricoles sur 3, en fait, vous apportez une petite révolution. C'est possible par le dimensionnement de notre appareil, parce qu'on a une technique sobre qui consomme pas trop d'énergie. Les techniques concurrentes, les faire toutes petites, c'était pas équilibré. Et c'est aussi possible parce que le modèle économique qu'on a conçu sur ce carboséparateur, que je détaille un peu après, il permet ça. On a un modèle de service d'abonnement qui fait qu'on tombe les coûts à l'entrée. Et comme on valorise aussi le CO2, on tire une bien meilleure valeur ajoutée de chaque mètre cube de biogaz, et donc on peut aller rentabiliser du beaucoup plus petit. Voilà. Ce que ça permet, à la fin des fins, c'est qu'aujourd'hui, vous avez uniquement des projets collectifs en biogaz. C'est ce qui amène du transport de matière, c'est-à-dire que plusieurs producteurs réunissent leur matière en un point pour la faire fermenter. Et puis ensuite, ce qu'on a fait fermenter, le gaz, il faut le réenvoyer dans des réseaux, donc il repart dans l'autre sens. Et le liquide et le solide, il faut aller le reprendre en transport pour le répandre sur des parcelles qui sont dispersées. Donc on a un double va-et-vient qui suscite beaucoup de questions et d'oppositions, et qui en plus, en termes de bilan carbone et bilan économique, ça vous casse la baraque, en fait. C'est pas bon du tout. Et donc nous, finalement, vous voyez qu'on intervient à gauche du trait actuel. On n'arrive pas à rentabiliser les fermes en deçà d'une certaine taille. C'est-à-dire que nous, 30 vaches, c'est un plancher. En deçà, on n'y arrivera pas. 300 brebis. Les plus petites exploitations agricoles, on ne sait pas encore les rentabiliser. Peut-être qu'on y arrivera. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais on arrive quand même à faire la grande majorité des exploitations moyennes. Et notre proposition s'adresse aussi aux exploitations au gisement un peu plus grand, dans le sens où il est tout à fait possible, en mettant 2, 3, 4 modules côte à côte, d'aller traiter un projet où vous auriez, et c'est déjà le cas dans les sollicitations qu'on a, 2 exploitations agricoles voisines qui veulent travailler ensemble. Là, ça a du sens. Voilà. Par contre, ce qu'on exclut, c'est l'autre extrême de la courbe, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut être lisible sur son positionnement. On n'ira pas équiper des fermes-usines avec 1000 vaches. Dernier élément sur cette page de présentation, je vous ai parlé du modèle économique. Il y a 2 offres pour notre carboséparateur. Il y a une offre en abonnement qui est dédiée à la très grande majorité de nos prospects agricoles. L'idée de cette offre, c'est vous faites peut-être déjà du biogaz, vous avez du mal à rentabiliser ça. Vous arrivez en fin de contrat sur l'électricité, vous vous dites, tiens, je voudrais diversifier mes débouchés, pouvoir faire du carburant, du combustible, toutes choses qui demandent une grande qualité de métal. Et je voudrais que ce soit voilà, diversifié et mieux rentabilisé. Eh bien, vous pouvez brancher 1, 2, 3 modules de carboséparateur. Ça vient se poser sur votre site, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est simple, c'est vite installé. Et dès que c'est installé, vous payez un abonnement. Mais en face de ça, vous rentrez des revenus supplémentaires et vous faites des économies supplémentaires par la qualité du gaz et le revenu généré donc par la qualité du métal. Ça fait que c'est 0 investissement. C'est pas besoin d'aller démarcher un banquier, c'est pas besoin de faire 6 mois de dossier, etc., etc., etc. Et ça, quand on s'adresse à la profession agricole, c'est assez intéressant parce que c'est une approche qui peut permettre d'aller vite et fort, comme je disais tout à l'heure. Nous, on peut produire vite, on va pouvoir produire vite. Donc, il faut qu'on puisse commercialiser et mettre en fonctionnement rapidement. Et puis, on a une offre plus classique, j'allais dire, une offre vente. Ah oui, pardon. Pour terminer sur l'offre abonnement, ce qui est bien aussi, c'est que ça donne
une notion de souplesse. C'est-à-dire qu'un abonnement, ça peut s'arrêter. Si une des deux parties juge que c'est pas intéressant, si nous, on se trouve avec une exploitation agricole qui travaille n'importe comment, et on se retrouve avec des analyses de gaz qui sont préoccupantes, et ben on arrête. On enlève le carboséparateur, on dénonce le contrat d'abonnement. Et comme ça, on évite de distribuer du gaz de mauvaise qualité. Inversement, un exploitant agricole peut dire, voilà, j'ai travaillé pendant 5 ans avec un carboséparateur, aujourd'hui j'ai envie de faire autre chose, vos tarifs sont devenus trop chers, j'en sais rien. Il a la tranquillité de se dire que c'est un partenariat où les deux doivent tirer dans le même sens et que si ça lui va plus, il peut se retirer. Et ça, c'est important aussi pour se démarquer de contrats où vous êtes engagé pour 30 ans, qui sont très contraignants et qui sont un petit peu angoissants. Alors, une offre-vente maintenant, on a d'autres types de prospects qui, eux, ont d'autres moyens, une autre organisation, qui sont plus structurés comme des entreprises ou des industriels. Et eux, donc, ont plutôt vocation à acheter les appareils. Que ce soit un abonnement ou une vente, il y a une chose sur laquelle on ne transigera pas, c'est la maintenance. C'est-à-dire que systématiquement, un appareil carboséparateur sorti de chez Gaz de Ferme fait l'objet d'une maintenance, d'un entretien, d'une mise à jour par Gaz de Ferme. Voilà. Ça, c'est la clé du succès et de la réputation dans les premières années. Voilà. Maintenant, je passe à la diapo suivante qui donne un peu plus les perspectives, l'ambition, le volume. C'est important pour des investisseurs de savoir où on veut aller. Donc, si on se projette en 2030, pourquoi 2030? Alors, une des raisons, c'est que vous avez une loi. Alors, on dirait des lois, il y en a beaucoup. Mais il y a une loi qui s'appelle la loi TEPCV. Bon, elle commence à avoir quelques années. Elle dit transition énergétique, je crois, pour une croissance verte. Enfin bon, un des super acronymes dont nos administrations ont le secret. Ce que ça dit, c'est que en 2030, par rapport à 2020, on doit avoir multiplié par 100, je dis bien par 100, le niveau de production de gaz renouvelable. Et donc là, on est à fin 2022, donc il y a déjà 2 ans qui sont passés. Autant vous dire qu'on est très, 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 très loin du compte. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, c'est pas par 100 qu'on va multiplier, c'est péniblement par 4 ou 5. Donc il faut changer de braquet, il faut ouvrir de nouveaux champs. On pense que nous, on propose ça. Et donc, si on se situe par rapport à cet objectif de 2030, où il faut multiplier par 100, donc prenons cette date et essayons de voir qu'est-ce qu'on peut couvrir nos gaz de fer. Ben, l'idée, c'est qu'en 2030, on a placé 10 000 machines. Voilà, c'est un ordre de grandeur. Vous doutez bien que les prévisions à 8 ans, c'est sujet à prendre un petit peu avec des pincettes. Néanmoins, on a fait cette simulation avec un certain sérieux en regardant si c'était possible, si ça pouvait suivre en termes d'investissement, de revenus, de déploiement industriel, etc., de logistique. Voilà, c'est pas fait n'importe comment. C'est pas un déploiement linéaire, vous vous doutez, hein, c'est une accélération avec plusieurs paliers successifs. Et c'est pour ça que je vous détaille un petit peu dessous la feuille de route. Vous voyez qu'on est en 2022, nous on a construit un appareil sur ce début d'automne, là, il sera fini à la fin du mois. C'était la pré-série. Sur novembre-décembre, on construit le premier appareil qui est destiné à un client pour mise en marche début 2023, qui sera un peu un site vitrine. Et ensuite, sur 2023, on prévoit de faire 20 appareils. C'est la capacité des locaux dans lesquels on s'est installé. Donc, on a un atelier de production qui permet de faire ça. Et la levée de fonds qu'on fait cette fin d'année nous permet d'assurer ce début de production pour 2023. En 2024, on franchit un palier. On va décupler la production. Comment on fait? En fait, là, on a préparé ça déjà. On a un deal avec une entente, avec une usine. En fait, on va arrêter de fabriquer nous-mêmes, puisqu'on en aura fait un certain nombre, on sera rodé. On va sous-traiter la production entièrement et nous, on se concentre sur la conception, la maintenance et l'exploitation. Et là, du coup, on peut produire beaucoup plus parce que c'est fait dans une usine qui peut faire ça à la chaîne. Et là, on retrouve l'intérêt d'une approche modulaire. Ce deuxième palier, en 2024,
il est suivi d'autres, avec notamment un déploiement géographique, avec une déclinaison dans les régions. 2022, 2023, 2024, on se focalise dans le sud-ouest de la France, puisque nous, on est dans les Hautes-Pyrénées, là. Et puis ensuite, on a un plan de déploiement. En France, Europe limitrophe, et puis même à l'étranger. Sachez, pour la petite anecdote, qu'on est sollicité déjà dans des endroits comme l'Inde, Djibouti, les Dom-Tom, au Proche-Orient. Voilà, bah, c'est déjà pas mal. Donc, on va essayer de maîtriser ça, de ne pas faire n'importe quoi. Ça veut dire que la levée de fonds à laquelle on vous propose de participer, elle sert vraiment à la phase d'amorçage 2023-2024. Derrière, on relève des fonds courant 2024. L'important, là, sur cette première phase, c'est la démonstration. Voilà. Donc, si vous choisissez d'investir, faites un investissement plus risqué, plus rémunérateur, parce que ça veut dire que vous êtes sur un cycle de 5 ans avec Wissi, donc vous sortez en 2027. C'est pour ça que j'ai mis 2027. Vous voyez que 2027, on est une entreprise qui déploie 1000 machines. D'accord, 1000 machines en cumulé. Donc, vous vous doutez que si on a 1000 appareils exploités, il y a quand même une forte valorisation de la société sur les 5 ans. Pour donner un peu plus de, peut-être, des éléments d'appréciation plus parlants, on a regardé ce que pouvait représenter le volume de biogaz traité par 10 000 machines et qu'est-ce que ça représentait par rapport au gisement de biogaz estimé. En ordre de grandeur, ça pourrait être 50% des sites de biogaz agricole en 2030 qui sont réalisés par notre approche. Donc, vous voyez que c'est un projet structurant, ambitieux, et que voilà, on n'y a pas mis autant d'énergie pour faire petit. Hein. Il faut vraiment que ça se déploie et qu'on change la donne. Hein. Voilà, je vous renvoie à nos motivations de départ. L'argent est un moyen, c'est pas la fin. Et ça représenterait 5% des fermes. C'est pour ça qu'on a écrit 100 unités dans 100. Alors, c'est pas déploiement, c'est 100 départements. Vous avez 100 départements à peu près en France. Voilà, l'ambition, c'est qu'on en met 100 par département. C'est comme ça qu'on arrive à 10 000. Pour vous donner un exemple, le département dans lequel que j'ai juste ici, à côté, vous avez à peu près 5000 exploitations agricoles. Donc, si on en fait 100, c'est tout à fait réaliste. Voilà, donc moi j'ai terminé pour ma troisième partie. Là, vous avez à nouveau la diapo du programme, ça veut dire qu'il reste un webinaire jeudi. Et en attendant de conclure, je vais prendre les questions. J'arrête le partage à nouveau. Allez, allons-y. Alors, s'il y a des questions sur cette troisième partie, et, vous avez le temps, hein, prenez le temps de taper vos questions. Alors, on a deux questions. Alors, une première question sur le déploiement géographique. Oui, alors j'en ai parlé à la fin, peut-être après que la question soit venue. Sur le déploiement géographique, donc je détaille un tout petit peu. Les 20 appareils de 2023, il y en a 16, 17, ça on ne sait pas trop encore, 16 ou 17 qui sont prévus pour le sud-ouest. Et les autres nous servent à préparer le déploiement dans le reste de la France et du francophone proche. C'est-à-dire qu'on a la Wallonie, la Suisse, la Bretagne. Voilà, ça c'est 2023. Sur 2024, a priori, 3 quarts, 1 quart ou 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers pour vraiment bien mailler notre région sud-ouest et 1 tiers reste de la France. Et aussi quelques-unes, toujours pareil, on prépare. On commence à en placer dans les dom-tom en 2024. On a prévu d'en placer notamment la Réunion. Voilà. Et à partir de 2025, donc je vous rappelle qu'en 2024, on fait une deuxième levée de fonds d'industrialisation. Eh bien, à partir de 2025, on internationalise. Et là, le plan va être précisé petit à petit. Il s'agira de ne pas faire n'importe quoi. Mais en gros, retenez l'idée qu'à un moment, on va filialiser ça, on va le structurer. C'est-à-dire que toutes les machines qui seront pour l'Europe de l'Ouest, elles seront faites en Europe de l'Ouest.
Et celles qui seront pour les dom-toms ou d'autres endroits du globe, elles seront faites sur place, avec des coûts de production sur place. Et pas le bilan carbone absurde d'aller trimballer une machine de par le monde. Voilà. Bon, j'espère que j'ai répondu pour le déploiement géographique. Deuxième question. Y a-t-il beaucoup d'informatique dans les appareils? C'est une très bonne question et j'aurais dû m'appesantir un peu dessus. J'ai glissé dans mon propos que ces modules-là, ils sont faits pour être éparpillés un peu partout, qu'on en assure une exploitation et une maintenance, et que ça pouvait tourner 24 heures sur 24. Donc, logiquement, vous vous êtes dit, mais attends, il n'est pas devant sa machine, il a des centaines de kilomètres de chez lui, comment il organise la rotation des techniciens, comment il suit la production, comment il intervient pour les réparations, ça marche tout seul? Oui, voilà, ça c'était quelque chose qui nous a pris du temps, au-delà du principe technique. Une fois qu'on l'a maîtrisé, il fallait maîtriser, faire quelque chose d'automatique. Parce que fatalement, si on veut s'adapter à la filière et pas l'inverse, vous vous rappelez, ben, c'est à nous d'amener nos machines là où sont les gisements. Donc ça veut dire qu'elles doivent pouvoir être fonctionner 2 heures, fonctionner 8 heures, fonctionner 12 heures, s'interrompre un mois, redémarrer, s'arrêter pour une semaine de maintenance, redémarrer, sans difficulté, en absorbant le choc de l'arrêt, du démarrage, etc. Et si je rentre un peu dans la technique, vous avez compris qu'à l'intérieur des tuyaux, il y a des circulations d'eau et de gaz. Ces circulations d'eau et de gaz, elles ne se font pas de façon anarchique, elles sont très dirigées. Donc, on contrôle les débits, on contrôle les températures, les pressions, les niveaux. Et tout ça, ça se fait avec des capteurs. Tous ces capteurs remontent l'information à une armoire électrique. Dans cette armoire électrique, il y a le cerveau, il y a un automate. Et cet automate, en fonction de ce qu'il reçoit comme information, il commande les moteurs de la machine. C'est comme ça que notre machine est automatisée. C'est-à-dire, exemple, si on constate qu'on a un peu trop d'eau à un endroit, on ralentit le moteur de la pompe à eau. Si on constate que le gaz sort un peu trop vite, on ralentit un débit ou on joue sur une pression. Et donc, c'est un équilibre permanent. En fait, c'est dynamique. C'est comme à la cuisine. Nos capteurs, ils remplacent l'œil du cuisinier qui entend, qui voit, qui sent et qui fait tous les gestes au bon moment. Voilà. C'est complètement automatique. Donc, beaucoup d'informatique, je dirais pas informatique, mais de l'automatisme, oui. Et en plus, la dernière étape qu'on a ajoutée sur les 2 dernières années, avant le déploiement, c'était important, c'est la télécommunication. Nos machines télécommuniquent et sont télésurveillées. C'est-à-dire que une machine qui demain se trouve à 150 km d'ici est capable de nous dire par SMS, par mail, voilà, j'ai un tel, alors on a une liste de situations possibles, j'ai tel cas qui se présente, j'ai telle défaillance, j'ai telle chose qui est anormale, je me suis arrêté à cause de ça, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on va avoir une exploitation multisite qui est réaliste. Et la deuxième chose qui fait qu'on a une exploitation multisite réaliste, c'est qu'on va mutualiser les activités entre ce qui est maintenir les carboséparateurs, donc venir sur site régulièrement, récupérer le dioxyde de carbone, qui demande aussi une tournée régulière, et puis apporter un support technique et commercial aux exploitants agricoles, ce qui est aussi notre rôle. Voilà. Donc tout ça fait qu'on a une présence régulière sur site et qu'on organise des tournées, en fait. Voilà. Et pour bien gérer ces tournées, il nous faut communiquer avec nos appareils. Tout ça permet que pour l'utilisateur, pour le co-exploitant du gisement, c'est-à-dire la gaz de ferme et le propriétaire du gisement, le co-exploitant, il reste dans son métier. Les gaziers, c'est nous, il s'appuie sur nous, il n'a pas besoin d'intervenir, il n'a pas besoin de bidouiller, d'apprendre, etc. Non, on s'occupe de tout. Et ça aussi, on pense que c'est une plus-value et un changement. Il y a une expression qui revenait souvent, c'est qu'il y avait de la solitude technique. Voilà. On essaie d'être un rempart à la solitude technique. Et la solitude en milieu rural, c'est quelque chose. Voilà. Bah, écoutez, moi j'ai terminé. J'ai répondu à toutes les questions a priori. Il n'y en a pas eu beaucoup.
J'espère que ça vous intéressait. Je me permets, peut-être Oui, juste, on va n'hésitez conclure. pas non plus si vous avez des questions sur la plateforme, hein, ou comme je vous l'indiquais, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre service si vous avez des questions, vous rencontrez des difficultés à vous inscrire. Voilà, là, n'hésitez pas à saisir une question là, dans les secondes qui viennent, si jamais vous en avez à ce sujet. Ouais, donc il est encore temps de poser des questions à Frédéric et à moi-même. Je fais la conclusion. Je vois qu'on a passé les 19 heures. J'étais un peu plus bavard ce soir. Si ce projet vous intéresse, c'est maintenant. Voilà, c'est pas dans 3 semaines, c'est maintenant. Si vous avez des doutes, des questions, quoi que ce soit, j'espère qu'il n'y en a plus. Si vous en avez, pensez à 2 choses. Un, vous pouvez vous adresser à moi via Wissym. Il y a un questionnaire où j'essaie de répondre régulièrement. 2, vous avez très facilement sur Internet accessible le téléphone de gaz de ferme, donc on répond, hein. Et 3, je vous invite à embrasser un projet réel, réaliste. On ne vend pas du rêve. Donc, qu'il y ait des petits doutes, c'est normal. Je vous rappelle qu'on a une profondeur de temps de 10 ans derrière nous. On n'est pas sorti du bois, on n'est pas des foufous. Je vous invite à nous faire confiance, à vous lancer dans l'aventure. Il y aura sûrement des surprises et a priori, d'après l'actualité, c'est plutôt de très bonnes surprises. Voilà. Donc vous avez un investissement qui a une part de risque, qui est quand même très prometteur, beaucoup dans l'air du temps. Et je pense que c'est un projet qui peut faire du bien à beaucoup d'endroits. C'est peut-être le plus important. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis j'espère vous compter bientôt parmi les actionnaires de gaz de ferme. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.